Bien. Avant de commencer, vous avez ouvert les activités. Normalement, c'est accessible. Hein, donc, les activités, c'est ce fichier-là que je voulais ouvrir dans ma porte. Je pense à la deuxième heure. Non, les activités d'évaluation. Oui, elles sont déjà sur la plateforme. Les activités sont sur la plateforme. C'est pas. Nous avons 4 activités. Ok. Je suis en train de chercher à partager ici. Ok. Bien. Donc, normalement, comme on m'a dit, ça c'est le plan de cours. Donc, normalement, à chaque item, il y a une activité qui est rattachée à ça. Voilà, au niveau des caractéristiques générales, il y a une activité, plateforme, signature spectacle, etc. Et donc, on avait commencé ce cours la semaine dernière. On a vu un peu les caractéristiques générales de la détection en révision. Et puis, on a parlé un peu des plateformes, des capteurs. Et on a terminé par les signatures spectrales des surfaces minérales et des sols. Bien. Normalement, avant de commencer, on peut se permettre, comme le professeur a dit, de prendre quelques questions s'il y en a. Il y a deux choses. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a tout compris. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a rien compris, on n'a même pas regardé le document. Voilà. OK. Mais je reviens encore là-dessus. C'est pour mieux faire les activités, ne vous focalisez pas sur la présentation parce que ça, c'est un résumé. Il y a beaucoup plus de détails dans les cours, leçon 1, leçon 2. Quand ça dit leçon 1, tu n'arrives pas à ouvrir. Mais après, il faudrait voir ouvrir. Ça est là, mais bon, d'accord. Donc, bon, après, il faudrait vous adresser à vous. On va régler ça. Bien. On a vu dans la signature spectrale, on a un peu commenté, etc. Bien, donc, aujourd'hui, nous allons voir de façon pratique comment est-ce qu'on procède à une cartographie. Vous voyez, partout on parle de cartographie, hein, que ce soit en foresterie, que ce soit en urbanisme, que ce soit c'est pas en géologie, en pédologie, même, comment on appelle ça, en termes de démographie, voilà, en termes de délinquance. Aujourd'hui, même les PG ont un service SIG. À partir des couleurs, ils déterminent les zones à haut risque, etc. Mais qu'est-ce que fait la force de la carte comme véhicule d'information? La carte que j'utilise, il y a beaucoup de voleurs avec Bobo par rapport à Bobo. Est-ce que ça me change si je mets sur une carte? C'est-à-dire la même information, elle peut être traduite de plusieurs manières. Sur une carte, on a les mêmes informations. Maintenant, comme il a dit, on peut parler aussi, comme il a dit, oralement dire, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de délinquants à Yopougon qu'à Bobo. Bien, maintenant, qu'est-ce qui fait... Pourquoi les graphiques? Quelle est cette force que donne les graphiques pour que l'information perçue puisse bien se résumer? Donc, ça résume plus facilement l'information que de dire depuis 73, le nombre de crimes a augmenté, le nombre de vols. Voilà. La carte, c'est exponentiel, ceci, l'œil personne ça beaucoup plus que simplement ça a augmenté. La carte, c'est un outil puissant pour véhiculer l'information. D'accord. Bien. Donc, ici, en fonction de la cible, de ce qu'on veut représenter,
on choisit notre approche de détection parce que ici, la spécificité, la cartographie, c'est qu'on part de la détection comme source de données, comme source d'information. Il y a d'autres méthodes de cartographie, hein, les pédologues, en tant que les agronomes, etc. Mais nous, ici, on va s'appuyer sur les images satellitaires. D'accord? Voilà. Et quand on parle d'images satellitaires, est-ce qu'il y a un seul type d'image satellitaire? Est-ce qu'il y en a plusieurs, etc. En fonction de tes connaissances, est-ce que tu peux nous citer un peu là? Est-ce qu'au niveau des images de détection, c'est varié ou on a un seul type d'image avec laquelle on peut tout faire? Selon l'objectif qu'on veut atteindre. Oui, donne un exemple, un type d'image. Selon l'objectif. Cartographie, l'université Félix Faure, à travers les images sans unité, à travers les images prises de la zone. Ce que tu dis, c'est un bon exemple, mais il faut rattacher le type d'image. Le type d'image. Multispectacle. L'image multispectacle. Voilà, dans les images multispectacles, il y a encore d'autres précisions. Le type de capteur, par exemple. Voilà, quels sont les capteurs que tu connais? Les différents capteurs. Multispectacle. Non, il y a beaucoup de capteurs multispectacles. Image prise à travers un drone, Phantom 4. Non, justement, les drones ont des capteurs. Oui, ça, c'est la plateforme. Ça, c'est la plateforme. Voilà, on appelle Au ça. niveau du capteur. Image. Est-ce que telle image multispectacale est différente de ça? C'est la résolution. Résolution, quoi? Il y a beaucoup de résolutions. Résolution Spectrale. Qu'est-ce que tu entends par résolution spectrale? La résolution spectrale, c'est ça qui permet de caractériser, de voir les différentes, de représenter un milieu pour permettre de voir. Bon, c'est vraiment flou. Donc, c'est qu'il y a la volonté de répondre, mais vraiment, c'est vraiment flou. Je prends par exemple les appareils photo ordinaires. J'ai le bleu, j'ai le rouge et j'ai le vert. Ouais. J'ai une image multispectrale, mais je ne suis que dans le visible. Mais c'est une image multispectrale. Si j'ajoute une autre bande, proche infrarouge, c'est un peu différent de ce que l'autre peut faire. Si j'ajoute une autre. Donc, les images, les types d'images vont dépendre du capteur. Comme exemple de capteur, on a les Landsat, on a les Aster, on a les Keybird, etc. Donc, quand par exemple, je veux cartographier l'université Félix Faure, c'est sûr qu'il y a des capteurs que je ne peux pas prendre parce que je n'ai pas trop d'informations à cause de la résolution spatiale. Donc, il faudrait vraiment une image de très haute résolution où je peux distinguer les bâtiments, les routes, les services, etc. D'accord? Donc, quand on parle d'images multispectrales, ça n'a rien à voir avec les types d'images. Ça, c'est une fourchette. D'accord, dans le domaine, ce sont les fenêtres. Dans le multispectacle, on a plusieurs bandes qui correspondent aux visites, comme le professeur l'a
dit, il y a des bandes qui correspondent à l'infrarouge, etc. Donc, en fonction de l'information que je recherche, je choisis la fenêtre. On avait dit la semaine dernière, si je veux cartographier la chaleur, est-ce que je peux utiliser le visible? Mais moi, je n'ai jamais vu ça sur la télé. Plus enseignant que d'étudiants. Il y a des gens des enseignants petits. C'est les déjà formés. Il y a les invisibles aussi. Bien. Oui, tu connais le radar. Ok. Oui. Les capteurs, c'est le radar. Si ça s'assied au problème que tu poses, tu penses que le radar peut t'aider. Voilà. Tu as accès à ça aussi. Si tu as les capteurs thermiques, tout dépend de ce que tu veux mettre que tu veux. Bien, donc ici, il faut en fonction de l'objectif que tu vas atteindre, tu choisis d'abord le type d'image et puis ensuite le type de capteur. Les types d'images, comme on l'a dit, on a deux grands types, d'accord, qui nous intéressent pour ce cours-là. Il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, on parle d'ultraspectral. Mais bon, pour les objectifs qu'on veut atteindre, les images multispectrales et les hyperspectrales peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Bien, pourquoi on utilise ces images? Parce que on peut identifier les différentes entités du paysage. Donc, c'est pourquoi on parle de discrimination. Donc, quand tu veux faire une cartographie, si l'image que tu as, ça ne te permet pas de faire des discriminations, tu ne pourras pas identifier les différentes entités du paysage. D'accord? Bien. L'image, dans le domaine de la détection, il y a eu des évolutions. Ça a commencé déjà par les images, ce qu'on appelle monogame. Les premières images, c'était en blanc-noir, comme on l'a dit. Et puis après, il y a eu des images multispectrales. Et aujourd'hui, on parle d'hyper et ultraspectrales. L'imagerie hyperspectrale est apparue pour la première fois dans les années 1980. D'accord? Bien. J'ai présenté ici un tableau qui présente de façon succincte les différences fondamentales entre l'imagerie multispectrale et puis hyperspectrale. La première caractéristique, c'est au niveau des bandes. Dans l'imagerie multispectrale, le nombre de bandes est limité. Dans l'imagerie hyperspectrale, on va de plusieurs dizaines à des centaines de bandes. Ça, c'est la première caractéristique. Une autre caractéristique, c'est au niveau de la largeur des bandes. D'accord? Dans le cas de l'imagerie multispectrale, les bandes sont un peu plus larges. Voilà, ça va, c'est 100 nanomètres. Et puis, au niveau de l'hyperspectral, c'est 10 nanomètres. Donc, nous pouvons parler des images radar. Là même, ça dépasse, les longueurs d'onde utilisées dans le radar dépassent les centimètres. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les ondes radio, les micro-ondes, etc. Il y a une diversité. Donc cette partie-là est abordée dans la leçon 1, où on donne les caractéristiques des ondes électromagnétiques et puis ce que ça permet d'observer. Par exemple, si je suis dans un endroit qui est très couvert et que je veux vraiment cartographier, c'est difficile d'utiliser des images multispectrales passives. Donc, on va utiliser les radars qui ont la possibilité de traverser les nuages. Si c'est le relief que je veux cartographier, je peux utiliser des images radar. Bien. L'autre, la dernière caractéristique des
images multispectrales, c'est au niveau de la représentation du spectre. Les spectres sont représentés par soit des couleurs ou bien par le poche infrarouge. On va te dire dans le poche infrarouge, on te dit exactement il y a combien de bandes là-bas. Ça s'appelle une bande ou deux bandes. Et bon, un exemple concret, vous avez déjà travaillé avec les images dans sa OLI, mais vous n'avez pas encore. Mon travail n'est pas. Mais il y a un travail dessus. Bon, pas exactement, c'est beaucoup de. Les bases fondamentales. les OLI ont combien de bandes dans sa police? Parce que c'est la dernière génération, en fait, c'est le dernier qui a été lancé. Voilà, donc si vous avez, j'aimerais voir exactement le nombre de bandes, le nombre de bandes qui correspondent aux visibles, aux proches infrarouges. Donc, en fonction de l'information que tu recherches, tu choisis la bande. Voilà. Bien. On va donner quelques caractéristiques au niveau des données multispectrales. Kofi, mademoiselle Kofi, elle est là, elle nous attend. Hein? C'est un peu. Kofi. Ah. Très bien, donc elle va prendre ça en cours. De façon générale, les images multispectrales sont limitées par leur résolution en termes de cartographie des petites unités, telles que les minéraux. Voilà. Mais par contre, les images multispectrales sont efficaces pour représenter les grands ensembles. D'accord, les grands ensembles. Voilà, mais ça s'appelle les forêts, les cultures, voilà, les zones habitées. Mais quand il s'agit de représenter les petites entités, donc les données multispectrales ne sont pas adaptées. Exemple d'image multispectrale, on a ce qu'on appelle les images raster. Les images raster ont une résolution spatiale de 15 mètres. D'accord? Et puis, ces images ont eu une bonne qualité en termes de signal par rapport au signal biologique. On a aussi Landsat qui n'est pas mal et qui a une résolution de 30 mètres. Ça, c'est un exemple. On a parlé des capteurs tels que le Kickbird, les images de très haute résolution, mais ça, c'est payant. Bon, ici, si vous avez remarqué, on a mis l'accent sur les images qui sont accessibles gratuitement. Donc, il y a Iconos, voilà, il y a Kickbird, etc. qui sont des images très, très bonnes, qui sont de très bonne qualité. Et avec ces images-là, on peut représenter l'université Félix-Houphouët-Boigny. Bon, au niveau des Landsat, il y a eu plusieurs générations. Bon, on a commencé par 1, 2, 3, 4, jusqu'à aujourd'hui, on parle de 8. D'accord? De façon générale, il a été montré que les Landsat 4, 5 et 7 sont beaucoup utilisés dans divers domaines, tels que l'agriculture, la géologie, la gestion des forêts, la sécurité nationale, etc. Là, il y a certaines bandes de ce même capteur, telles que les bandes du proche infrarouge, ça c'est en anglais. Ça veut dire near infrarouge, very near infrarouge. VNIR. Donc, avec cette bande-là, on peut mettre en évidence les teneurs en oxyde de fer.
Bon, l'inconvénient avec les images dans ça, c'est qu'il y a une forte corrélation entre l'abondance estimée et puis les abondances mesurées. Ça veut dire quoi? Pour la même unité, on a les données de terrain et puis il y a les données que l'image nous donne. D'accord? Mais comme le pouvoir discriminatoire n'est pas très élevé, il y a beaucoup de confusion, donc ça s'entraîne des corrélations. Bon, vous avez fait un peu des statistiques. Quand les variables sont corrélées, alors les variables sont censées être indépendantes. Quand il y a une corrélation, ça veut dire qu'il y a une source d'erreur. Et ici, voilà un exemple d'application sur les images de Landsat. Ici, ce que vous voyez, on s'est basé sur cette image-là. D'accord? Et qu'on a identifié ces entités-là. Donc, ce travail est délicat. Hein? C'est vrai, ça semble évident, mais c'est un peu délicat. Il faut se baser en même temps sur ce qu'on observe et puis sur les connaissances terrain. Ensuite, voilà un autre exemple de cartographie. Donc, ici, ce sont des observations sur l'image satellitaire et puis ça, c'est les informations qu'on a pu tirer. On les a traitées, on est arrivé à une cartographie. D'accord? Quand tu vois une carte, c'est facilement distinguable. Sur une carte, il y a certains éléments. Je ne sais pas, vous avez vu, vous avez fait sémiologie graphique, l'étude des symboles, comment on lit une carte. Il y a les gens. On a fait des cartes, on a mis les légendes. Non, moi, je On n'a pas géographe. Comme tu es bien en géographie. Oui, oui, oui. Ouais, ça faisait ça. Qu'est-ce qui caractérise les images hyperspectrales? D'abord, la résolution spectrale. Bon, pour ça, parler tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce que la résolution spectrale. En fait, il y a plusieurs résolutions. La résolution spatiale, spectrale, il y a radiométrique, etc. Donc, quand on parle de résolution spectrale, on a parlé de fenêtres d'observation. Donc, la taille des fenêtres. Donc, c'est comme ici, quand la fenêtre est petite, ton champ peut-être de vision est limité, mais c'est précis. Mais quand c'est large, ça dit tu vois plusieurs choses à la fois. Donc, il y a une relation entre la fenêtre d'observation et la résolution spatiale. On va voir ça un peu plus loin. Donc, il faut, voilà. Donc, au niveau de la première différence, ce sont les fenêtres. Dans le domaine hyperspectral, les fenêtres sont encore de très petite taille. C'est de l'ordre de 0,1 micromètre. Alors que de l'autre côté, c'est un facteur de 10. C'est 0, c'est 1, c'est 0,1. Ici, c'est 0,0. Donc, avec les données hyperspectrales, on peut discriminer les minéraux, les surfaces minérales. On peut même déterminer ce qu'on appelle l'abondance. Et puis, quand on regarde un peu le rapport signal-bruit, c'est bon. Voilà. Ici, c'est 50. 50, c'est pas mal. Bon, quelques exemples de capteurs hyperspectrales. Bon, je ne n'ai pas donné pour multispectral parce que bon, ça, c'est vraiment au niveau des premiers cours que vous avez vus, sont basés sur ça. Dans le domaine hyperspectral, on a quelques capteurs. Premier exemple, Hyperion. Ça, c'est américain. Après, on a Chris. Ça aussi, c'est américain. Et Hyperion a une résolution spectrale de 10 nanomètres. Voilà.
contrairement à Chris qui a une résolution spatiale de 1,212. Bien. En termes de nombre de bandes, ici, le premier Hyperion va jusqu'à 242 bandes. Donc, chaque bande est censée donner une information. Vous voyez la quantité d'informations qu'on peut avoir avec ça, et ainsi de suite. Après, il y a des capteurs aussi qui viennent d'autres pays, en dehors des États-Unis. On a les capteurs qui sont indiens, tels que Easy, ou même chinois, etc. Il y a les capteurs aussi canadiens, quasi. Donc, je suis en train de chercher africains, donc le moment, dans le domaine du test spectral. Voilà un peu comment se fait l'acquisition des informations à partir d'une image hyperspectrale. Ouais, ici, quand tu regardes là, les entités ont combien de dimensions? Les entités sont représentées en combien de dimensions? Il y a 3 dimensions. Voilà, tu vois ici, c'est X, ça c'est Y, et puis la 3e dimension, c'est Z. Donc, les images hyperspectrales ont 3 dimensions. La 3e dimension, c'est la dimension spectrale. Parce que pour la même entité, l'information est donnée par un grand nombre de bandes. Par exemple, au niveau du sol, vous voyez, il y a comme, bon, si c'est le cas du capteur, on va revenir sur ça, le capteur Hyperion, qui a combien de bandes? Hyperion, 232 bandes. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, sol va être représenté par 242 bandes. Tu vois? Et quand tu regardes ici, on a dit qu'une entité peut être discriminée par sa signature spectrale. Donc ici, on a le sol qui est là, voilà sa signature spectrale qui est là. D'accord? Et l'eau, voilà sa signature spectrale. Et puis ici, on a la végétation et sa signature spectrale. Donc on a, pour une même entité, on a près de 224 données de réflectance qu'il faut décortiquer. Chaque donnée a donc, ça peut, bon, on sait que le sol peut être constitué de plusieurs entités. Bon, quand on est en pédologie, mais quand on est en agronomie, bon, ils ont des taxonomies, je pense que le professeur a une manière de nommer les entités du sol. Donc, quand on va plus loin au niveau des sols, on peut déterminer les différents types de sols en analysant leur réflectance. Donc, on a dit avec les imageries hyperspectrales, le nombre de réflectances, le nombre de bandes spectrales augmente. Donc, pour la même entité, au lieu d'avoir 7 bandes, ici on peut avoir une centaine de bandes qui vont donner les mêmes informations. D'accord? Maintenant, au niveau de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut nous donner, par exemple, quand on a beaucoup d'informations, ça peut nous donner, par exemple, sur l'état physique de l'eau. Est-ce que c'est une eau qui est claire? C'est une eau qui est trouble? Et c'est ce qui est difficilement réalisable avec les images multispectrales. On peut te dire, ah, ici c'est une eau. Cette eau-là, quel est son état physique? C'est trouble, c'est clair, etc. En termes d'avantages, c'est que les images hyperspectrales ont une large couverture. D'accord? Et puis, ça permet de, du coup, surmonter certains problèmes tels que l'accessibilité et puis le pouvoir discriminatoire est très élevé en raison du grand nombre de bandes. L'inconvénient, c'est que
comme on a beaucoup d'informations à traiter, il peut y avoir des confusions. D'accord? Donc, il faut faire beaucoup de terrain. C'est vrai, dans multispectacle, on fait du terrain, mais là encore, il faut faire beaucoup plus de terrain. Voilà. Et puis, nécessite une expertise, une grande expertise, une bonne expérience en matière d'analyse, de traitement des données. Et les données spectrales, l'hyperspectral, une résolution spatiale faible. Très souvent, leur résolution spatiale est faible. Ça veut dire quoi? Pas une faible résolution spatiale. J'ai une idée, une faible résolution spatiale. Bon, ça veut dire qu'en termes de couverture, ça. Oui. Faible résolution spatiale. C'est-à-dire ça ne nous permet pas de voir clairement. Ici, c'est en termes de pixels, en termes de taille, en termes de taille de couverture. Voilà, quand on dit résolution spatiale, ici, faible résolution spatiale, ça permet de couvrir un grand espace. D'accord? Et le coût est très élevé. Donc, pour le moment, il n'y a pas de données hyperspectrales qui sont gratuites. Voilà. La résolution spatiale, on peut définir en termes de pixels, par exemple. Voilà. Quand on a une fenêtre de 15 mètres et puis on a une fenêtre une couverture de 30 mètres, bon, pour faire simple, quand on a une image Landsat de résolution 30 mètres, ça veut dire que les objets qu'on doit distinguer doivent avoir la taille de 30 mètres. Si un objet a une taille qui est inférieure à 30 mètres, on ne peut pas l'identifier. D'accord? Quand on a une résolution de 15 mètres, on peut identifier les objets de taille de 15 mètres. D'accord? Quand on a une résolution spatiale de 1 mètre, en ce moment, on peut identifier les objets de 1 mètre. Ça va? Bien. Voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des images, des données hyperspectrales. Ces images-là ont un grand avantage. Ça permet de donner une bonne couverture, gagner du temps, et puis ils ont un pouvoir discriminatoire beaucoup plus élevé que les images multispectrales. Donc, ici, comme on l'a dit, on va encore plus dans les détails. Bon, on sait que dans la surface terrestre, on a des roches et des ensembles rocheux. D'accord? Dans les roches, on a les minéraux. D'accord? Bien. Et quand on a un type d'image, peut-être on peut voir les grands ensembles rocheux, mais on ne peut pas voir les minéraux qui constituent cette roche-là. Pour la plus forte raison, les cartographies. Bon. En pédologie aussi, au niveau des sols, c'est pareil. Bon, à un certain niveau, tu n'as que les grands ensembles. On peut te dire, en fonction de la nomenclature, sol ferralitique, ou bien sol ferrugineux, ou bien sol acide, sol basique, etc. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on dit que le sol est basique? Peut-être c'est dû peut-être à la présence de certains ions. Voilà. Est-ce que ces ions-là, on peut les identifier à partir d'une image satellitaire? C'est un peu là la difficulté. Bien. Ceux qui sont en ligne, bon, je ne sais pas si elle est revenue. Bon, profit.
Donc, voilà pour ce qu'on peut dire au niveau du choix de données dans la cartographie. Je ne sais pas si le professeur a quelque chose à ajouter. Pas de questions? Ça va? Ok. Donc ici, on vous donne vraiment des orientations. Parce que quand on parle des types de sols, c'est vraiment vague. La cartographie des sols, bon, ceux qui font la foresterie, est-ce qu'ils ont les mêmes déterminations des types de sols que ceux qui font la pédologie, voilà, etc. Donc, en fonction de ta spécialité, tu as le degré de précision. Les données de détection permettent de faire le choix au niveau de précision. Si c'est une cartographie qui ne te demande pas trop le détail, tu peux te limiter aux images multispectrales. Maintenant, si ça demande encore plus de détails, tu vas sur les images hyperspectrales. Mais le principal inconvénient des images hyperspectrales, c'est le coût. Jusqu'à présent, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas encore accessible aux techniques, puisque le mode d'acquisition, soit c'est les avions, les plateformes, les avions, ou bien même on appelle les grues. Voilà, donc, etc. Donc, ça fait que on dépense beaucoup d'argent pour acquérir des informations. Donc, les cartes de sol, ça coûte cher. Faire la carte des sols, la nomenclature des sols, c'est coûteux. À l'échelle, je disais, 25 millions, c'est coûteux. Mais pour des raisons pratiques, si moi j'ai 5 000 hectares, ce n'est pas le type de sol qui sont dans le jeu qui m'intéresse, mais c'est, par exemple, la fertilité des sols. Je peux dire 24. Oui, l'érosion est très élevée, par exemple. Ou bien l'humidité du sol. Quand je peux dire la cartographie de l'humidité du sol, 15 ou 30 cm. Pour que je vois les zones semi-humides, ou bien le taux de carbone dans le sol. Une carte des sols, une propriété du sol, qui a un intérêt beaucoup plus de la fertilisation, disons, dans les engrais que je vais amener. Si le sol est déjà, il y a assez de matière organique, c'est une fertilité résiduelle qui est déjà là. Et puis, je peux utiliser en mettant moins d'engrais. C'est des engrais. Donc, tout dépend de ce que ça veut dire. Maintenant, pour cartographier l'humidité du sol, c'est quoi je prends? Quelles sont les données? Voilà. Donc, on revient là. Quelles seraient les données dont j'aurais besoin? Quelle image et quel capteur? Voilà. On va voir un peu après ça, quel type de traitement. Parce qu'il y a des traitements qui permettent de faire ressortir l'humidité, la brillance, voilà, l'indice de végétation, etc. Donc, il y a des informations, certaines informations on peut avoir directement par la tête d'expérience. Des informations, c'est indirect, de façon indirecte. Fait que l'humidité, bon, je ne vais pas me donner, c'est à partir d'un type de traitement, on arrive à faire ressortir l'état d'humidité de sol. Donc, voilà un peu ça. Donc, c'est ce qui fait un peu la particularité de ce cours. Donc, c'est vraiment vous orienter, voyez, le reste là, vous complétez par la biblio, les recherches, parce que là, tu sais exactement où tu vas. Bon. Oui, ça c'est déjà fini. Donc, on va laisser. Ça fait déjà une cinquantaine de minutes. On va passer à ce stop recording.